être une nouveauté considérable dans la définition politique du travail telle qu'elle s'opère au XXe siècle, lorsque les luttes sociales ont fait reconnaître par du salaire, c'est-à-dire quelque chose qui est lié à la qualification, et non pas quelque chose qui est lié à de l'aide sociale, à de la solidarité, à je ne sais pas quoi, quelque chose qui est lié à la reconnaissance d'une production de valeur. Le salaire, ce n'est pas n'importe quoi comme argent, c'est la reconnaissance d'une production de valeur. Qu'est-ce que fait la lutte sociale au XXe siècle? C'est précisément construire, mais c'est long. Hein, les institutions, il faut des décennies pour les construire, des siècles même. Et il faut qu'elles durent longtemps pour qu'elles s'imposent. Hein. Une institution même intéressante qui s'efface, elle disparaît. Hein. Donc tout l'enjeu, c'est est-ce que le salaire à vie des fonctionnaires, le salaire à vie des retraités, c'est-à-dire le régime général, et non pas l'Agirc-Arrco, va durer suffisamment, concerner suffisamment de monde. Aujourd'hui, il y a 12 millions de personnes qui sont en salaire à vie, 5 millions de fonctionnaires, et la moitié des retraités, hein, ceux qui ont une pension proche de leur salaire, c'est à peu près la moitié, surtout les hommes. Il y a 15 millions de retraités, donc il y a à peu près 7 millions de retraités qui sont en salaire à vie. Les autres sont dans la survie, hein, avec des pensions inférieures à 1 000 € par mois, etc. Mais il y a à peu près 7 millions de retraités qui sont dans une situation de salaire à vie. Est-ce que ces institutions-là vont durer pour proposer une alternative à l'emploi comme matrice du travail? Et depuis qu'elles ont été construites, elles sont construites au XXe siècle, hein, la fonction publique c'est une construction du XXe siècle, enfin, qui s'affirme au XXe siècle, en France par la loi d'octobre 1946 sur le statut des fonctionnaires, reprise dans la loi de 1983 sur la fonction publique territoriale et hospitalière. Donc c'est récent, comme vous le voyez, hein, 46, 83. Quant à la pension comme salaire continué, elle s'affirme vraiment dans les années 70 à peu près. Avant, c'est peu de choses. Hein. Il n'y a guère que les fonctionnaires qui ont une pension. Les salariés du privé, s'ils sont cadres, ils ont l'Agirc, mais l'Agirc, ça ne les reconnaît pas comme travailleurs en tant que retraités. Hein. Ça les reconnaît comme ayant fait de la prévoyance et récupérant leur prévoyance à travers ces comptes individuels de cotisation. Le régime général ne se met à distribuer des pensions qui ont un rapport avec le salaire que dans les années 70. Et donc, c'est une institution là aussi récente, hein, que le salaire continué. Est-ce que ces institutions-là dureront suffisamment? Vous voyez bien qu'elles sont l'objet d'un âpre débat. Vous voyez actuellement Macron qui sert de poisson pilote pour dire « Ah, on pourrait payer les fonctionnaires pour 5 ans, par exemple, hein, mais plus à vie. On pourrait les payer au mérite. Au mérite, ça veut dire au poste. C'est leur poste qui devrait être le support de leur salaire, pas leur grade. » En permanence, hein, la légitimité du salaire à vie comme matrice du travail est contestée. Je ne parle pas de la réforme des retraites. La réforme des retraites, c'est de tout refonder la retraite sur des comptes individuels, hein, de faire de l'Agirc-Arrco le cœur de la retraite et de supprimer le régime général. C'est des propositions de Piketty, c'est des propositions de tous les réformateurs, ce qu'on appelle les réformateurs, c'est-à-dire ceux qui disent qu'il faut réformer. Et la réforme, ça consiste à restaurer l'emploi contre le salaire à vie comme matrice du travail. Il y a donc un enjeu politique décisif. Est-ce que le salaire à vie est une matrice légitime du travail? Est-ce que nous pouvons nous passer d'employeur pour travailler? Vous voyez bien la distinction entre un employeur et un entrepreneur, ça n'a rien à voir. Hein. Si vous prenez, je ne sais pas quoi, moi, le CEA, c'est un organisme hautement performant dans lequel il n'y a pas d'employeur. Hein. Nous sommes avec des fonctionnaires qui n'ont pas d'employeur, c'est-à-dire personne ne peut les licencier. Ils ne sont pas embauchés par un N+1.
tout ça n'a aucun sens, d'accord? Il y a du salaire à vie. Et oui, il y a du salaire à vie extrêmement performant. Si vous prenez globalement nos services publics, si vous prenez la SNCF, si vous prenez l'EDF, GDF, si vous prenez les hôpitaux, ils fonctionnent beaucoup mieux dans une logique de salaire à vie que depuis que le New Public Management veut calquer le management au mérite, le management au poste, etc., le management au parcours, sur la fonction publique. Tous ces services-là fonctionnent beaucoup plus mal aujourd'hui. Le salaire à vie se révèle comme une matrice plus performante que le marché du travail pour produire des biens et services. Il n'empêche qu'il est contesté puisqu'il subvertit le pouvoir des propriétaires de l'outil de travail, qui, eux, sont aujourd'hui la classe dirigeante. La classe dirigeante, de point de vue économique, dans nos pays, sont les propriétaires de l'outil de travail. Et évidemment, eux ne peuvent conserver leur pouvoir que si nous n'avons jamais de salaire à vie, que si en permanence nous devons aller quémander auprès d'eux le droit d'être reconnus indirectement, jamais nous-mêmes, mais à travers notre poste, notre mission, comme producteurs de valeur. Le pouvoir des propriétaires sur nos vies suppose le marché du travail. Et l'émancipation du travail, telle que j'en parle comme analyste de la sécurité sociale, c'est précisément le fait de nous libérer du pouvoir des employeurs, pour qu'enfin les entrepreneurs puissent exister. L'empêchement des entrepreneurs aujourd'hui, c'est que ce sont les propriétaires de l'outil de travail qui décident, qui sont de très près. Pas du tout l'intérêt social de ce qu'ils produisent. Ils s'en foutent éperdument. Il y a une indifférence à la valeur d'usage de ce qui est produite. Il y a une indifférence à la performance économique en tant que telle. La performance, elle doit être financière, mais financière au sens très précis, de collecte à l'occasion du travail des dividendes et des intérêts des prêteurs. Ce sont des critères de production les plus mauvais qu'on puisse imaginer. L'activité des ingénieurs aujourd'hui se heurte à des logiques qui ne sont pas des logiques d'entreprise du tout. Quand on dit qu'il y a une logique, il n'y a pas de logique d'entreprise, absolument pas. Il y a une logique de production de valeur pour l'actionnaire qui est antinomique de la logique d'entreprise. Les entreprises qui ont fait les preuves de leur performance sont les entreprises sans employeur, c'est-à-dire sans propriétaire lucratif de l'outil de travail. Ce qui est extrêmement intéressant avec la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse éduquée, vous par exemple, c'est qu'ils s'en rendent compte de plus en plus. C'est qu'ils se rendent compte de l'antinomie entre entreprise et propriété lucrative du capital. Parce qu'ils s'en rendent compte sur l'Internet, par exemple, qu'ils pratiquent fort bien. Ils voient bien que l'apparition de la propriété lucrative à travers les droits d'auteur, qui sont les droits de propriété intellectuelle, qui sont le cheval de Troie de la propriété lucrative sur l'Internet, les dépôts de brevets, en fait, etc., vont permettre une logique absolument rentière de l'Internet, avec des propriétaires de bases de données qui tirent une rente de toute l'activité de ceux qui alimentent la base, et qu'en général, ils ne payent pas, puisqu'on alimente la base par des activités simplement de présence sur la base en question. Ce qui empêche aujourd'hui la libre entreprise sur l'Internet, c'est Google, c'est Amazon, c'est Uber. On voit bien qu'il y a une antinomie entre une logique de mise en valeur d'une propriété lucrative avec des gens qui se sont appropriés un outil qui au départ était du commun, relevé du commun, et qu'ils s'approprient sans vergogne. Alors ensuite, ils se font mousser en faisant des fondations. La fondation Google,
des trucs comme ça, hein, où ils incitent leurs salariés à aller à faire des stages dans l'humanitaire. Enfin bref, tout un tas de façons de noyer le poisson. Hein. Mais la logique de fond de la propriété lucrative, c'est qu'elle est antinomique de l'entreprise. Parce qu'on ne peut pas à la fois mettre en valeur du capital et produire des valeurs d'usage qui ont sens. Parce que la mise en valeur du capital, elle est indifférente à la valeur d'usage. Vous voyez, pour travailler, il faut produire de la valeur d'usage. Or, un capital qui se met en valeur, qui produise du Mediator, c'est-à-dire un médicament extrêmement dangereux, ou qu'il produise un truc utile positivement, il s'en fout éperdument. Ce n'est pas son problème. Le nombre je prends mettons le service des recherches de Renault, quand on fait les ingénieurs du service de recherche, ils passent leur temps à être complètement frustrés. Hein. La quasi-totalité des améliorations technologiques qu'ils proposent sont refusées pour insuffisante rentabilité pour l'actionnaire. Donc, tous ceux qui, parce qu'ils ont conscience de ça, et qui se forment à des métiers d'ingénieur, disent « je vais monter ma boîte, je vais faire une start-up ». C'est à la fois politiquement extrêmement intéressant, parce qu'ils ne veulent pas jouer le jeu du marché du travail, de la mise en valeur du capital des propriétaires, etc. Ils veulent être des entrepreneurs dont le souci, c'est la valeur d'usage de ce qui va être produit, c'est l'utilité sociale de ce qui va être produit. Ils ne veulent pas produire de la merde pour le capital, pour dire des choses assez simplement, mais c'est en général comme ça que dans les enquêtes auprès des trentenaires éduqués, mettons, ça s'exprime. Hein. Ils sont souvent passés d'ailleurs par quelques années dans des boîtes et puis ils s'en vont à toute vitesse, tellement ils sont écœurés de ce qu'ils ont fait. Hein, ils sont frustrés. Il y a une mutation énorme hein, depuis 40 ans. Vous interrogiez des cadres il y a 40 ans, ils idolâtraient leur entreprise. Hein. Aujourd'hui, les cadres sont d'un cynisme absolu vis-à-vis de l'entreprise. Toutes les enquêtes le montrent. Un cynisme absolu. Donc, il est tout à fait intéressant de fait que des cadres désirent de produire de la valeur d'usage qui descendent anthropologiquement, écologiquement, cherchent à se dégager de la puissance du marché du travail et de la production de valeur pour l'actionnaire. Mais à quelles conditions cela est possible ? Parce que nous avons des tas de start-up qui foirent. Hein. On met toujours en avant celles qui réussissent, mais quand même la majorité foire. À quelles conditions c'est possible ? À condition, précisément, que la propriété d'usage, hein, ceux qui font du logiciel libre, c'est de la propriété d'usage. Hein. Ils décident, dans ce sens ils sont propriétaires, mais propriétaires d'usage, ils n'en tirent aucun revenu. Hein. C'est une propriété qui permet de décider, mais sans qu'on en tire aucun revenu. Des formes d'entreprise, je ne sais pas, de type coopérative, dans lesquelles on décide, parce qu'il y a un collectif qui décide, on est propriétaire, mais on est propriétaire d'usage. On ne tire aucun revenu de la propriété, puisque seul le travail produit de la valeur. Il y a donc une forme de scandale dans cette violence qui permet à un propriétaire de tirer un revenu du travail d'autrui. Donc beaucoup aujourd'hui de jeunes, pour moi c'est un événement politique majeur, parce que dans ma génération, on allait travailler pour des patrons sans se poser de questions. Aujourd'hui, non. La question, elle se pose, pas forcément dès la sortie de l'école, mais 5 ou 6 ans après, ça c'est clair. Alors là, c'est tout à fait clair. Tellement il y a eu frustration. Il y a quelques situations non frustrantes, mais la plupart le sont, de fait, aujourd'hui. Parce que, là, encore une fois, la production de valeur pour l'actionnaire est antinomique avec l'esprit d'entreprise. Au sens de l'efficacité dans la production de valeur d'usage. À quelles conditions on peut se dégager de cette puissance
des propriétaires de l'outil de travail. D'abord en se battant pour qu'ils ne le deviennent pas. Hein. Autour de l'Internet, de la numérisation, il y a une bagarre énorme aujourd'hui. Hein. Est-ce que c'est les Uber, Google et autres qui vont s'imposer et empêcher la liberté de développer cet outil en dehors des griffes de la propriété lucrative? C'est un enjeu énorme. Vous y êtes beaucoup plus associé que moi, qui est un peu passé l'âge, mais en tout cas, moi, je peux vous aider à réfléchir sur la question parce que j'ai l'expérience de la façon dont les travailleurs, en général, ont tenté de se libérer, parce que c'est un problème très ancien, comment se libérer de la logique de production de valeur pour l'actionnaire, pour vraiment produire des valeurs d'usage qui ont sens. Bien, ce que nous enseignent les anciens, c'est qu'il faut socialiser la valeur pour pouvoir permettre de payer des salaires à vie et permettre de financer l'investissement sans appel au crédit. Je m'explique et je conclue là-dessus. Mon propos se termine là-dessus. D'où vient l'échec de nombreuses entreprises qui tentent d'être alternatives, hein, vraiment des entreprises d'entrepreneurs, pas des entreprises de soumis à la mise en valeur du capital des propriétaires. C'est que elle ne s'engage pas dans une logique de socialisation de la valeur telle que les luttes sociales du XXe siècle, à travers l'impôt et la cotisation, l'ont construite. L'impôt et la cotisation, c'est la socialisation actuellement de à peu près 800 milliards ou 700 et quelques milliards sur les 2000 milliards que nous produisons. Le PIB, c'est 2000 milliards. Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées, et la valeur ajoutée, c'est le chiffre d'affaires moins les intrants, d'accord, moins les consommations intermédiaires, tout ce qu'on achète pour produire, et donc ça correspond à la valeur ajoutée par le travail. Et la valeur ajoutée par le travail, elle se divise entre le salaire et le profit. Le profit étant une part de la valeur ajoutée par le travail qui va au propriétaire de l'outil. Nous affectons le tiers de cette valeur ajoutée à de l'impôt qui va servir à payer des fonctionnaires et à des cotisations qui vont servir à payer des retraités, des soignants, etc. C'est-à-dire que nous affectons le tiers de la valeur ajoutée, c'est énorme, nous centralisons le tiers de la valeur ajoutée. Le Trésor public et les caisses de sécurité sociale centralisent chaque année 700 milliards, c'est pas rien, c'est énorme, d'accord, pour l'affecter à des productions faites par des gens qui sont sortis du marché du travail, qui ont un salaire à vie, et qui ne mettent en valeur aucun capital. Moi, en ce moment, je suis retraité, je suis payé, assez bien d'ailleurs. Je gagne 4 300 € par mois, à vie. C'est l'équivalent de mon dernier salaire, qui n'était pas d'ailleurs, comme vous voyez, un salaire inouï, mais enfin, un prof d'université gagne, mettons, 4 300 € par mois, et ayant élevé 5 enfants dans les règles de la fonction publique, carrière complète, 5 enfants, on sort avec son salaire à peu près à vie. Donc, je gagne 3 300 €, pardon, qui me reconnaissent comme producteur de valeur à cette hauteur-là. C'est du salaire, je suis reconnu comme producteur. J'honore d'ailleurs cette reconnaissance en travaillant. En ce moment, je suis en train de travailler, je suis en train de produire de la valeur. Vous voyez que ça change la définition de la valeur économique. Hein. Là, je fais plutôt du lien social que des kilomètres d'autoroute. Vous voyez, d'un point de vue écologique, ma production elle est plus intéressante que d'autres productions. Nous sommes en train de changer la définition de la valeur économique. J'y participe, bien sûr, comme d'autres. Et ce qui est... Et en plus, en tant qu'universitaire, j'ai en permanence été en autogestion. En permanence, c'est moi qui ai décidé de mon outil de travail, de ce que j'y faisais, de l'usage de mon budget, etc., en permanence. Je peux vous assurer que 40 ans de salaire à vie d'autogestion, c'est le pied. En termes
de bonheur au travail, en termes de conscience que ce que l'on fait a sens, ça a du sens. C'est pas un truc qui met en valeur le capital des propriétaires qui sont peut-être à pétaouchnok et qui se foutent éperdument de ce que je fais. Sauf qu'ils m'emmerdent en permanence par leur management et leurs critères de rentabilité. Non. Une forme de responsabilité, bien sûr. Je suis responsable. Il y a une responsabilité, une co-responsabilité. Je suis copropriétaire d'usage. Et j'ai un salaire à vie. Si vous voulez vous libérer de l'emprise du marché du travail et de la production de valeur pour l'actionnaire, c'est pour cela qu'il faut se battre. Le salaire à vie pour tous, pour que vous n'ayez pas à quémander par un CV très bien fait, parce que là, on vous dit comment faire vos CV, c'est super. Ils sont magnifiques, ils sont en couleur, il y a tout ce qu'il faut, il y a tous vos hobbies, il y a tout le machin, tout le truc. Enfin bon. Cette façon de s'aliéner en disant « Mais vous savez, je corresponds à vos attentes. » Moi, j'ai jamais eu à être dans cette situation et je trouve que c'est formidable. J'ai eu à rendre des comptes en permanence, bien sûr. À proposer des articles qui étaient refusés parce qu'ils n'étaient pas jugés bons, à proposer des bouquins que l'éditeur disait « Écoutez, non, il faut revoir ceci, cela, ça ne va pas se vendre, etc., etc. » En permanence, j'ai été soumis à la sanction des étudiants. Il ne pouvait n'y avoir personne à mes cours, ce qui n'était pas le cas, mais enfin, ça aurait pu être le cas. Bon. J'ai été en permanence soumis à l'évaluation. Le salaire à vie, ce n'est pas le travail sans contrainte, bien sûr que non. J'ai été en permanence soumis à une évaluation, mais une évaluation, Iketna, qui n'avait pas d'incidence sur mon salaire. Si l'évaluation a d'incidence sur le salaire, alors c'est la triche organisée. Sur le fond de l'impasse dans laquelle est Volkswagen aujourd'hui, il y a la culture absurde de l'évaluation permanente des performances des salariés. Du coup, ils trichent en permanence. Parce que personne n'a envie de se faire harakiri. Personne ne reconnaît ses erreurs. Tout le monde va hacker le truc. Le management par l'évaluation est la pire des managements possibles. S'il a une incidence sur le statut des personnes. Et le fond de l'impasse dans laquelle est Volkswagen aujourd'hui, c'est l'adoption du management par évaluation ayant des incidences sur le salaire des personnes qui a été adopté dans les années 80 dans cette boîte, qui a poussé à la triche permanente. Penser qu'il y a un management qui ne pousse pas à la triche, ça suppose... La triche, c'est lorsque l'évaluation, qui doit être permanente, l'évaluation, il faut que ça soit permanent. Je dois être en permanence dans l'insécurité sur la valeur de ce que je fais, bien sûr. Bien sûr. Et cette évaluation permanente, elle ne doit avoir aucun impact sur mon salaire, parce que mon salaire n'est pas déterminé par mon poste de travail. Il est attaché à ma personne. C'est donc que nous voulons que nous produisions des valeurs d'usage qui ont sens, en faisant de l'évaluation permanente qui ne va pas générer de la triche généralisée comme le fait aujourd'hui le management. Il faut que nos salaires ne dépendent pas d'un employeur, que nos salaires viennent d'une caisse des salaires alimentée par une cotisation des entreprises, comme le fait déjà la sécurité sociale ou comme le fait le Trésor public. C'est une contribution des entreprises qui alimentent sur la valeur ajoutée, qui alimentent ces caisses, qui permettent de socialiser la valeur qui est produite et de reconnaître des salaires qui ne dépendent pas des aléas du marché des capitaux, qui fait que la mise en valeur du capital va entraîner des licenciements, etc., ou qui ne dépendent pas du marché des biens, du marché des services, dans la situation de travailleurs indépendants. Le salaire et l'évaluation, encore une fois, en permanence de la validité de ce que nous faisons,
suppose une socialisation de la valeur. Donc, ce qui importe, c'est que ces startups, toutes ces boîtes qui essayent de faire de la production maîtrisée par les intéressés eux-mêmes, si elles n'affectent pas leur valeur ajoutée à des caisses qui vont leur permettre de ne pas payer leurs salariés. Leurs salariés seront payés par la caisse. L'entreprise, elle contribue à hauteur de 60% de la valeur ajoutée à la caisse des salaires. Si vous voulez, par exemple, pourquoi 60%? Parce que si on fait un calcul de quanta, de macroéconomie, et que nous voulons qu'il y ait un salaire à vie pour tous les plus de 18 ans, pour le droit politique, avec des épreuves de qualification, un salaire qui démarre à 1500 € net, puisque c'est la revendication à peu près la plus présente aujourd'hui, 1800 € brut, 1500 net, quelque chose comme ça, et qui termine étant à 6 000 €. Un salaire qui soit compris entre 1500 et 6 000. La SNCF a parfaitement fonctionné avec des salaires maximaux de 6 000 € pendant 100 ans. C'est depuis qu'il y a des salaires à 400 000 € par an que ça foire. Hein, d'accord, tout ça est inutile. Personne ne produit de la valeur au-delà de 6 000 € par mois. Après, c'est du marathon. C'est de la poésie. Et c'est surtout de la rapacité. Quand on voit le désastre des décisions qui ont été prises à Areva, le désastre des décisions qui sont prises dans le luxe par Arnaud, le désastre des décisions prises par Mittal dans la sidérurgie, ces gens-là n'ont pas besoin. On aurait des directeurs à 6 000 €, ça fonctionnerait infiniment mieux, bien sûr. Donc nous avons un dispositif entre 1500 et 6 000. J'ai pris un salaire moyen qui soit immédiatement faisable. Donc j'ai pris le salaire moyen actuel, qui est de 2100 € par mois, c'est-à-dire 25 000 € par an. Bon, si nous voulons que tout le monde ait un salaire inscrit dans la fourchette 1500-6 000, tout le monde démarre. C'est un droit politique, donc ce n'est pas fonction du diplôme, hein, ce n'est pas fonction du passé scolaire. Tout le monde démarre à 18 ans, tous les jeunes. C'est un élément de la citoyenneté qui montre que nous sommes souverains sur la valeur économique, ce que précisément nous dénient les propriétaires de l'outil de travail. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui produisons la valeur, c'est nous qui devons être souverains sur la valeur économique. Et donc l'expression de cette souveraineté populaire, c'est un droit politique. De même que l'expression de la souveraineté populaire dans notre politique, c'est un droit politique de suffrage, d'accord, un droit électoral. Bien de même, l'expression de la souveraineté populaire sur la valeur économique, c'est un droit de salaire, comme droit politique. Tout le monde a un salaire de premier niveau de qualification, 1 500 € à vie. Et puis, il passe des épreuves, etc., de sorte que le salaire moyen, je prends une situation immédiatement réalisable, donc, avec un salaire moyen de 25 000 € par an, net. Vous voyez que nous sommes 50, c'est un droit du sol, d'accord, lié à tous les résidents sur le territoire de plus de 18 ans. Nous sommes 50 millions, on va avoir plus de 18 ans sur le territoire. Pour qu'il y ait un salaire à vie de 25 000 € par an pour ces 50 millions de personnes, il faut donc 50 millions fois 25 000, 1250 milliards, ce que nous consacrons déjà au salaire. Je reprends la structure du PIB. Le PIB, c'est 2 000 milliards d'euros. 700 milliards de profits. Donc les propriétaires de l'outil de travail, soit les propriétaires directs, soit les actionnaires, soit les prêteurs, s'arrogent 35% de la production, c'est pas rien, c'est tout à fait considérable. Et puis vous avez ce qu'on appelle des revenus du travail, 1 300 €. Dans ces revenus du travail, il y a 100 milliards, 1300 milliards d'euros, bien sûr. Dans ces revenus du travail, il y a 100 milliards qui sont les bénéfices des travailleurs indépendants, qui n'ont pas de salariés. Il y a 100 milliards qui tirent le bénéfice de leur travail, pas du travail d'autrui, c'est pas du profit, c'est du bénéfice, à la distinction entre bénéfice et profit. Le profit, c'est tiré du travail d'autrui, le bénéfice, c'est tiré du travail. Je ne parle pas des définitions comptables, je parle des définitions théoriques en économie. Et deuxième
deuxième composante de ces 1300 milliards, 1200 milliards de salaires, 700 milliards de salaires directs, 500 milliards de cotisations sociales et de CSG. Voilà comment vous avez 500 milliards du salaire qui ne sont déjà pas payés par l'employeur à ses salariés, qui sont payés par l'entreprise, mais qui n'est pas employeuse, du retraité, ni employé. S'il n'y a pas de fonction d'employeur, on se dégage de la fonction d'employeur, qui est payée à des caisses qui, elles, vont payer les salariés en question. Et puis, dans les 700 milliards de salaires directs, vous avez 150 milliards qui vont à des fonctionnaires qui, là aussi, n'ont pas d'employeur. C'est le trésor public qui les paye. Il n'y a pas d'employeur qui les paye, qui les embauche, qui les licencie. Ils sont en situation de salaire à vie. Donc, nous avons déjà plus de la moitié du salaire qui est exonéré de la fonction d'employeur. Continuons. C'est ça l'avenir. Et ça suppose que tous ceux qui créent des startups, qui sont... Une ambition que je salue, encore une fois, parce que c'est une forme de conscience politique assez importante, pas forcément acquise au sortir des écoles, mais acquise après 5 ou 6 ans de travail de cadre dans les boîtes pour l'essentiel, sauf ceux qui deviennent cyniques, bien sûr, évidemment. Mais on peut aussi éviter de devenir cynique au travail, et conserver son enthousiasme au travail. Moi, je suis toujours aussi enthousiaste qu'au premier jour dans mon travail. Il faut que les startups s'organisent pour socialiser leur valeur ajoutée, afin qu'elles puissent créer des caisses d'investissement qui vont subventionner l'investissement. Ces startups se heurtent, pour beaucoup, à un problème de financement d'investissement. Et du coup, passent sous la dépendance de prêteurs. Assez vite, elles sont récupérées d'ailleurs par des groupes capitalistes, extrêmement vite. Pour éviter cette récupération, qui fait que c'est une opération perdue pour ceux qui ont l'ambition de proposer une alternative à un mode de production qui aujourd'hui nous conduit dans le mur, aussi bien anthropologique qu'écologique. Encore faut-il qu'elle fasse ce que qu'elle soit des héritières avisées de ce que le conflit social a construit, socialiser la valeur. Que ces start-up n'aient pas à payer leurs salariés, souvent d'ailleurs elles ne le peuvent pas parce qu'elles sont dans une situation de marché émergent, choses comme ça, où c'est pas si simple que ça. Mais entre celles qui sont en train de générer énormément de valeur ajoutée et les autres, qui y a une mutualisation dans une caisse des salaires, et que, de la même pour l'investissement, si je suis là au niveau macroéconomique, pas seulement les start-up, si les entreprises ne payent plus leurs salariés, si en face c'est des entreprises et non plus des employeuses, si enfin c'est des collectifs qui sont voués à de la production de valeurs d'usage qui ait un sens. Il faut qu'elles se libèrent de l'obligation de payer sur un chiffre d'affaires qui peut être très aléatoire leurs salariés. Ils ne sont plus du coup leurs salariés. Ce possessif-là disparaît. Poursuivons le mouvement engagé avec la sécurité sociale, socialisons le salaire, non plus seulement les 45% du salaire qui aujourd'hui sont socialisés dans les cotisations, 500 milliards sur 1200 milliards, mais socialisons 100% du salaire par une cotisation économique, une cotisation salaire, donc il y aura des caisses de salaire qui vont, comme le Trésor public, comme l'assurance maladie, payer les salaires à vie de tout le monde. Avec un salaire à vie, on peut l'ouvrir, si vous voulez. Quand on craint pour son emploi, encore une fois, on la ferme. Il y a un enthousiasme au début. D'ailleurs, les entreprises ont une très grande capacité à essorer les jeunes. Moi, j'ai fait ou lu des travaux sur, mettons, la City, la City de Londres, qui attire énormément de Français, parce que les Français sont bons en maths, bien formés en maths, et qu'ils peuvent faire des modèles sur les marchés financiers, surtout les physiciens qui sont débauchés à la City. Ils sont totalement essorés. Je lisais dans le Guardian des enquêtes, à 35 ans, bon, ils ont gagné beaucoup de sous, mais ils sont totalement désabusés. Ils ne sont pas sûrs de l'utilité sociale de ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont quand même vu passer au fur et à mesure toutes les saloperies auxquelles ils contribuaient. Ça les a quand même un peu marqués, globalement.
Et puis, ils sont en échec affectif à peu près complet. Alors, ils ont des bagnoles, des maisons, toutes choses qui sont utiles dans la vie, mais assez secondaires quand même, sur l'essentiel. Donc, effectivement, il y a une façon d'essorer l'enthousiasme de la jeunesse, aussi par des formes de management horizontaux. Enfin, bon, on connaît le truc, on peut aller à Google avec son chien, en tongs, etc. Mais oui, bien sûr, avec son sac de couchage aussi, pour être générateur de projets jour et nuit, si possible. Tout ça, c'est quand même de la frime, sur le fond. C'est exploiter l'enthousiasme de la jeunesse pour le travail. Le problème, ce n'est pas d'être enthousiaste à 30 ans, c'est de l'être encore à 60. C'est ça, le fond de l'affaire. Et ça suppose que nous, en étant porteurs des acquis historiques des luttes sociales, nous travaillons en permanence à socialiser la valeur à travers l'impôt ou la cotisation sociale, qu'importe au demeurant, la technique, pour, d'une part, permettre que 60% de cette valeur aille à des caisses qui assurent le salaire à vie. Et puis, et là, ça restaure la fonction d'entrepreneur, vous comprenez? Si vous n'avez pas l'obsession de faire la feuille de paye tous les mois. Je me trouvais dans un panel un jour avec le responsable du MEDEF du BTP des Bouches-du-Rhône, un type tout à fait remarquable, 35-40 ans, qui parlait de l'obsession de la feuille de paie. Il avait une boîte de 90 salariés, ce qui est déjà important dans le BTP, dans le second œuvre en génie thermique. Bouygues et compagnie. Il lâchait le morceau, il était très clair. Les entreprises ne vont plus être soumises à l'obsession de la feuille de paye, à l'acceptation de n'importe quel marché pour pouvoir faire la paye tous les mois. Elles vont mettre au pot commun une partie de leur valeur ajoutée. Si elle est faible, ce sera faible. Si elle est forte, ce sera fort. Et puis les 40% qui restent de la valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on va en faire? On peut se libérer aussi de la propriété lucrative. Il faut se libérer du marché du travail et de la propriété lucrative. Voilà les deux libérations pour qu'il y ait émancipation du travail, tel que je le présente comme historien de la Sécu, c'est-à-dire à partir de l'expérience. Je ne parle pas comme ça d'une planète utopique, je parle de ce que nous avons construit collectivement et qui est tellement en cause depuis 30 ans. Et que nous avons perdu, peut-être votre génération en a même perdu complètement le sens, la signification. On pense que la Sécu, c'est l'État ou je ne sais pas quoi, enfin bref, des choses totalement à contresens, mais parce que tout ça n'est plus enseigné aussi, un peu en plus. La mémoire s'en perd. Les 40% qui restent de la valeur ajoutée, ça c'est pour financer un investissement, il faut bien financer l'investissement. Aujourd'hui, les 700 milliards qui vont aux propriétaires, vous savez combien retournent en investissement? Vous savez quel est le taux d'investissement en France aujourd'hui? Sur les 2000 milliards que nous produisons, dites voir un chiffre. Combien vont à l'investissement? Non. Oui, un cinquième, oui, c'est juste, oui, très juste, oui, 20%. Il y a 400 milliards qui vont à l'investissement. 700 milliards de profit, 400 milliards d'investissement. Quand on légitime le profit par l'investissement, il faut quand même bien voir que le profit, c'est le double de l'investissement. Là, toutes les statistiques macroéconomiques montrent que les frais financiers, enfin les taux d'intérêt et les dividendes après investissement augmentent considérablement, alors que l'investissement, lui, stagne. Enfin, on est à 400 milliards depuis déjà. Et en incluant dans l'investissement la construction d'immeubles, qui, pour l'essentiel, ne sont pas des outils de travail. La statistique a une conception de l'investissement qui est construction de biens lourds. Je ne vois pas ce qu'un immeuble... Il y a quelques immeubles qui servent à investir, mais qui sont de l'investissement, mais la plupart sont des lieux de consommation, ce n'est pas du tout des lieux de production. Donc l'investissement réel est encore inférieur à ces 400 milliards. Pourquoi est-ce que nous sommes soumis, de même que nous sommes soumis à des employeurs pour être reconnus indirectement comme producteurs, pourquoi est-ce que nous sommes soumis à des prêteurs pour pouvoir
créer des entreprises ou les faire vivre, mais parce qu'il y a eu prédation préalable. Le prêteur ne prête que ce qu'il vient de piquer. Enfin, faut quand même appeler les chats ce qu'ils sont, enfin, sortir de la grisaille, d'accord comme disait Victor Hugo, j'ai dit au long fruit d'or, mais tu n'es qu'une poire, d'accord sur les 400 milliards d'investissements, ils sont prêtés par des gens qui viennent de piquer 700 milliards sur ce que nous avons produit. Alors, en tout bien, tout honneur, tout ça est très légal, je ne parle pas, je ne fais pas de théorie du complot avec des gens qui sortent. Non, pas du tout. Alors ça n'explique rien, la théorie du complot. Pas du tout. Tout ça est ouvert, officiel, public, proposé par le droit, etc., etc., et surveillé par le droit. Mais vous voyez que cet investissement qui nous échappe, puisqu'il y a eu prédation, peut nous revenir. Ces 700 milliards, c'est nous qui les produisons. Comment est-ce que nous avons fait pour les récupérer ? Je vais vous donner un exemple absolument massif. Dans les années 60, nous avons construit tous les CHU. Dans les années 50, les hôpitaux, c'est des mouroirs. Dans les années 60, on lie l'hôpital à l'université, on salarise l'élite du corps médical, enfin, etc., à l'hôpital. Et on change totalement la signification de l'hôpital. Il a fallu un investissement considérable. Tous ceux qui ont travaillé dans un hôpital savent que c'est une usine. En termes d'investissement, c'est le rapport entre l'investissement et le chiffre d'affaires, il est aussi fort que dans n'importe quelle usine. Comment est-ce qu'on a financé ? En faisant un peu le marché des capitaux ? Pas du tout. En nous appropriant une partie de la valeur sous forme de cotisation maladie. Il y a eu une hausse du taux de cotisation maladie qui a permis à la caisse d'assurance maladie de subventionner l'investissement. Il n'y a pas de raison que nous empruntions pour investir la valeur que nous venons de produire. C'est assez facile d'être une classe dirigeante quand ensuite on prête ce qu'on vient de piquer. Je te pique, je te prête, tu me rembourses. C'est une violence sociale inouïe, ça. Il n'y a aucune raison de financer un investissement par le crédit. Puisqu'un investissement, il va générer du travail supplémentaire et donc une production de valeur supplémentaire. Et cette production de valeur supplémentaire peut faire l'objet d'une cotisation qui va à des caisses d'investissement, le rôle qu'a joué l'assurance maladie. Depuis que l'assurance maladie n'augmente plus, que le taux est figé, il est figé depuis 40 ans, depuis la fin des années 70, il n'a pas augmenté. Qu'est-ce qui se passe ? Les hôpitaux, très bien conseillés par Dexia, vont sur les marchés financiers. Ils sont tous aujourd'hui au bord ou dans la faillite financière. Tous, sans exception. Ce n'est pas des problèmes de mauvaise gestion. C'est des problèmes que quand on abandonne la mutualisation de la valeur dans la cotisation maladie, qui subventionne l'investissement, par une centralisation de la valeur dans des marchés des capitaux qui vont ensuite prêter, c'est infiniment moins performant. La performance économique suppose la suppression du crédit, suppose que nous nous approprions par une cotisation économique qui va à des caisses d'investissement gérées par les intéressés eux-mêmes, par ceux qui travaillent, qui vont subventionner l'investissement. Vous voyez donc des start-up qui n'ont pas payé leurs salariés, qui n'ont pas remboursé de prêts, mais qui ont à cotiser au pourcentage de leur valeur ajoutée pour une caisse des salaires, pour une caisse d'investissement. Là, il y a un boulevard pour les start-up. En dehors de cette logique qui a été construite dans les luttes sociales du XXe siècle, je ne vois pas d'avenir, sauf leur récupération dès qu'elles sont rentables par un groupe financier.